d'abord vous saluer, vous remercier d'être là. Je suis Emmanuelle Jourdan-Chartier de la Ligue des droits de l'homme et également adhérente de l'amitié Lille-Naplouse. On est particulièrement heureux d'accueillir Sper aujourd'hui pour cette conférence qui résonnera peut-être de manière un petit peu particulière pour 4 d'entre nous, Philippe, Dominique et Marc, puisque comme beaucoup d'entre vous le savent, nous sommes rentrés de Naplouse où nous avons passé 8 jours pour l'amitié Lille-Naplouse avec tous nos partenaires et on est rentré samedi matin. Samedi matin, très tôt. Donc on n'est pas complètement rentré, voilà, on laisse une partie de soi, de son esprit, de son cœur, de ses préoccupations sur place. Quand on a passé, pour moi c'était la première fois, 8 jours à Naplouse, compte tenu du nombre de gens qu'on a rencontrés, de ce qu'on a pu observer, de la situation de la ville, de la pression qui pèse sur les camps, avec une volonté délibérée d'éliminer la notion même de réfugiés, enfin avec une Palestine qui est occupée, agressée et brutalisée. Donc voilà, c'est pour nous un contexte un petit peu particulier pour cette conférence. J'en profite juste pour dire, puis je passerai la parole à Marc, que nous organisons, si vous avez des contacts dans la presse, une conférence de presse donc destinée uniquement aux journalistes, vendredi, qui arrive là, vendredi 25 à 11h à l'École supérieure de journalisme. Donc celles et ceux d'entre vous qui connaissent des journalistes, n'hésitez pas à renvoyer vers nous. On a fait circuler l'information pour partager notre retour sur le voyage. Et pour les adhérents de la section de Lille, de la LDH et de l'amitié Lille-Naplouse, nous sommes en train d'organiser une réunion commune. On s'est dit que ça valait la peine de réunir à la fois ALN et LDH, bon, sachant qu'il y en a beaucoup qui sont les deux, alors ça fera doublon pour beaucoup d'entre nous, mais voilà. Qu'on propose de faire le 14 mai. On est en train d'organiser ça en fin de journée, qui permettra d'avoir une restitution et un échange plus directement militant sur ce voyage. Voilà. Et sur les suites qu'on doit y donner, parce que c'est bien d'y aller, mais ça veut dire qu'on a aussi pris beaucoup de contacts de gens qui attendent de nous qu'on reprenne contact, qu'on monte des projets, et donc on aura besoin de toutes les énergies des deux associations. Voilà, je passe la parole à Marc et je vous remercie, Marc et Dominique, et je vous remercie pour votre présence. Ouais, juste un mot pour vous dire qu'on n'est pas les seuls à mener des actions en ce moment, que ce soit LN, la FPS ou la Ligue des droits de l'homme, parce que ce matin on a eu l'occasion de suivre la conférence de presse qui était donnée par des gens qui sont en grève de la faim en ce moment. Le nom de leur action s'appelle Fin de justice pour la Palestine, et il faut savoir qu'ils sont en grève de la faim depuis 24 jours, et que j'ai bien l'impression de l'apprendre encore à certains d'entre vous. Ce matin, la presse était absente, totalement absente de leur rendez-vous. C'est où? Ils étaient sur le Tour de France. Ah, ils font le Tour de France. Tu peux en dire quelques mots? Ils sont partis de Montpellier. Et notamment celui qui a parlé beaucoup, qui est un peu à l'initiative avec d'autres, c'est le docteur André, je crois, qui est urgentiste à l'hôpital de Rodez, et qui est donc avec d'autres personnes, qui pour certaines font la grève, 5 ou 6 font la grève de la faim depuis le 24, et d'autres qui les rejoignent pour des jeûnes temporaires dans les villes. Ils sont passés à Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Rennes, etc. Ils étaient hier et avant-hier à Paris. Hier soir, ils étaient à Lille. Ils ont été reçus à la mairie de Lille hier soir, correctement, apparemment, d'après ce qu'ils ont dit. Il n'y a pas eu beaucoup de mairies qui nous ont reçus correctement. Il y a eu celle de Lille hier soir. Et donc, ils continuent. Il y a un QR code. Je ne sais pas si tu as gardé ton autre papier. On peut faire passer, que vous pouvez aller chercher l'information. C'est des gens qui ont été, pour la plupart des citoyens européens, personnels de santé, mais pas tous, qui ont été à Gaza depuis 1 an ou 1 an et demi, et qui ne supportent pas le silence qu'il y a en France sur la situation à Gaza. Voilà, donc c'est Jeunes solidaires Gaza, enfin bon, il y a plein de références qui sont disponibles sur ce petit flyer. Et pour terminer, ce que je voulais vous dire, c'est que Revenants de Palestine, ce qu'on peut vous dire, c'est que ce que vous faites pour la Palestine, que ça soit un tout petit truc, on fait tous des petits trucs, on ne peut pas malheureusement faire grand chose de très grand,
Mais sachez que la moindre action que vous menez, elle est utile, parce qu'elle correspond à une demande de nos amis palestiniens qui ont énormément besoin de savoir qu'ils ne sont pas totalement oubliés. Et quand on se pose la question de savoir est-ce que ça vaut le coup d'aller en manifestation, est-ce que ça sert à quelque chose, la réponse est oui. La réponse, elle vous vient des Palestiniens, elle est oui. Continuez de manifester, nous disent-ils, continuez de montrer le soutien que vous nous apportez. Merci. Bonsoir tout le monde, vous m'entendez? Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. C'est la deuxième fois que je suis à Lille depuis l'année dernière. Donc, ce que j'essaie aujourd'hui de parler de cette question de l'aide internationale, l'aide de développement comme instrument de domination, ce que j'entends par là, parce que déjà c'est contradictoire avec l'idée de l'aide, comme ça ne montre pas le sens de l'aide. Et peut-être, puisque c'est un public varié, j'aime bien revenir sur un exemple vif de ma vie, enfin de mon expérience, pourquoi je me suis posé cette question et pourquoi je me suis lancé dans plusieurs masters et un doctorat là-dessus. Donc si, pour certains d'entre vous, vous connaissez un peu voilà, le contexte palestinien pendant la deuxième intifada, 2000-2001, donc c'était plus ou moins l'échec des accords dits de paix. Et voilà, donc il y avait l'invasion un peu israélienne de l'ensemble des territoires de la Cisjordanie, de la bande de Gaza. Donc, après Oslo, il y a eu des zones qu'on qualifiait A, B, C. A, donc c'est sous le contrôle de l'autorité palestinienne créée après les accords d'Oslo. B, contrôle conjoint, donc administratif pour l'autorité palestinienne, sécurité pour les Israéliens. Et C, contrôlé entièrement par l'armée israélienne. Et donc le C, c'est tout simplement ces 2 tiers, je crois, 70% de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. Donc normalement, ces zones, voilà, ils avaient prévu que ça soit tout simplement transformé au cours du temps pour devenir des zones A, pour devenir finalement l'État palestinien, ce qui n'a pas eu. Donc à partir d'Oslo, on a commencé à vivre des morcellements du territoire palestinien, d'avoir des checkpoints. Avec l'invasion israélienne, pendant la deuxième intifada, ce qui ressemble, enfin, c'est pas tout à fait ce qui se passe à Gaza, parce qu'à Gaza c'est encore pire, c'est pas comparable. Mais voilà, donc l'armée était partout, le village était, n'importe quel village était divisé en 3 zones. La même rue, on peut trouver la rue, par exemple, moi je viens d'un village d'à côté de Bethléem al-Khader. La même rue, en fait, à droite c'est la zone A, à gauche c'est la zone C. Donc c'est juste pour vous donner une idée. Je voulais travailler sur le développement et donc c'était le travail qui était plus ou moins assuré par ce qu'on appelle les ONG, les associations. Donc j'ai intégré une ONG de développement à Bethléem. Et là, j'ai commencé à vivre quelques contradictions. Donc la première chose, c'est en interne, je dirais, que le salaire de directeur de cette ONG était 10 fois notre salaire. Alors qu'il ne travaillait pas, nous on faisait du terrain. Et lui, il jouait, je me souviens, il jouait souvent aux cartes. Mais en même temps, il passait tout son temps à critiquer l'autorité palestinienne comme une autorité corrompue. Et le reste du temps, il le passait à contacter ses réseaux pour devenir ministre dans cette autorité palestinienne corrompue. Donc ça, c'était quelque chose, je voyais, voilà, je pensais que c'était une question de personne, c'était une question de quelqu'un qui était un peu arriviste. Après, il voulait à tout prix signer, en fait, tous les rapports qu'on faisait, co-signer avec nous. Donc ça, c'était en interne, mais à l'époque aussi, il y a eu l'invasion de l'Irak, il y a eu le 11 septembre,
et on commence à parler de nouveau de terrorisme. Les Américains, ils ont commencé à qualifier tout acte de résistance palestinienne de terrorisme aussi. Donc ils ont commencé à exiger de ces ONG de signer ce qu'on appelait le certificat de lutte contre le terrorisme. C'était de qualifier un peu certains Palestiniens des terroristes et donc exclure de l'aide internationale les bénéficiaires qui peuvent être, entre guillemets, terroristes. Et donc ça concernait la famille dont il y a un membre qui est en prison en Israël, la famille qui ont perdu quelqu'un martyr, bref, ou n'importe quelqu'un qui est soupçonné d'être militant dans un parti politique. Donc c'était un peu compliqué. Et bien sûr, le discours de l'ONG, c'était un discours patriotique, mais en même temps, ils ont signé ce certificat de lutte contre le terrorisme. Ça, c'est, en fait, si vous voulez, c'était juste un peu pour vous donner certaines contradictions que j'ai vécues, en fait, au sein de cette ONG. Et à l'époque, j'ai travaillé sur un projet qui s'intitulait l'analyse de politique de traitement de déchets, quelque chose comme ça. En fait, comment on peut... Enfin, il n'y avait pas de politique de traitement de déchets dans les territoires, enfin, dans l'autorité palestinienne, mais nous, on faisait l'analyse de traitement de déchets. Donc, c'est pour dire qu'est-ce qu'il faut faire avec le déchet palestinien, est-ce qu'il faut faire de recycling, de landfilling, de compost, et donc, on passait notre temps à poser des questions aux partenaires, enfin, ce qu'on appelle les élus locaux, enfin, parce que c'est le terme gouvernance, on l'utilise tout le temps pour impliquer tout le monde, le partenariat. Donc, on passait notre temps à poser des questions aux élus municipaux. Qu'est-ce que vous préférez de faire? Enfin, est-ce que c'est le recycling? Est-ce que c'est le landfilling? Au moment où la Cisjordanie était une déchetterie. Parce que le morcellement de territoire, avant la deuxième intifada, si vous voulez, il y avait 3 déchetteries en Cisjordanie. Nord, Sud et Centre. Avec l'invasion israélienne et la multiplication des checkpoints et des portails, les fermetures, tout ce qu'ils ont imposé, je crois qu'on avait compté à ce moment-là 600 déchetteries. Donc, dans chaque village, il y avait au moins 2 à 3 déchetteries parce qu'on n'arrivait même pas à se déplacer. Et en même temps, il n'y avait plus de conteneurs dans la rue, enfin, pour ramasser les poubelles, parce que tout a été détruit. Lorsque les chars, lorsque les tanks rentraient, en fait, la première chose, ils détruisaient et les voitures et les conteneurs des poubelles. Donc, on n'arrivait même pas à ramasser les poubelles, les déchets, et nous, avec notre projet qui était, dont le budget était, je me souviens, c'était 2 millions de dollars, on analysait quelle politique à faire pour traiter les déchets. Donc vous voyez un peu le décalage entre la réalité et voilà, de ce monde qui est le monde de développement. Et donc je me suis dit, pourquoi il faut être utile? Alors si on a de l'argent, je vais proposer un projet de compost. Parce que c'était un village à côté. Je crois qu'on avait fait l'analyse, il y avait 70% de ces déchets, des déchets organiques, donc on peut faire le compost. Et voilà. Et donc j'ai proposé un projet, je crois le budget était 15 000 $, c'est vraiment le prix du café de l'autre projet. Ça a été refusé. Donc là, moi, j'avais pas fait l'étude de développement à l'époque, j'étais juste un simple comptable que je voulais travailler dans le développement. Donc je me suis dit, tiens, je vais voir ce que c'est le développement, ce que c'est l'aide de développement pour un peu analyser. Donc je suis parti de la Palestine, je suis arrivé en France avec cette idée d'étudier, de voir ce que c'est le développement, ce que c'est l'aide de développement. Et quand je suis arrivé, donc si vous voulez,
il y avait beaucoup d'études, les études, les recherches sur la Palestine portaient sur cette question de développement déjà, parce que c'était les discours un peu dominants. Les développements de la Palestine, la construction de l'État, la démocratie, et donc c'était plus ou moins, j'appelle ça un peu les études d'évaluation. On va évaluer le rôle de tel acteur et tel acteur dans le processus de démocratie, démocratisation ou le développement ou pour la paix même. Donc si vous voulez, c'était des paradigmes plus ou moins universels qu'on essaie d'appliquer sur la société palestinienne pour un peu comprendre un peu les dynamiques internes. Et j'ai constaté qu'il y avait un véritable décalage, il n'y avait rien qui expliquait ce que j'ai vécu moi-même dans cette expérience. C'était pas une expérience, je dirais, personnelle, c'était une expérience que j'ai pu constater plus tard lors de mon enquête de terrain. Donc, si vous voulez, là, la conditionnalité que j'ai donnée dans l'exemple, c'était signer. Signer, voilà, considérer, catégoriser une partie des Palestiniens comme terroristes pour pouvoir recevoir de l'aide. Donc, on commence là. Il y a une conditionnalité très claire, très nette. Les Palestiniens, il y a des mauvais, il y a des bons. Si vous faites partie des bons, vous allez recevoir l'aide internationale. Si vous faites partie des mauvais, bah vous êtes exclus. Et donc là, c'est une équation très importante, parce que catégoriser les gens en fonction de quelles normes, ça c'est important. Enfin, on prend quel récit, déjà. Je reviendrai. Mais il y avait aussi ce que je constatais, je dirais en fait, dans les discours un peu du développement, et là on en a parlé des camps de réfugiés, bizarrement, la première fois que les organisations internationales ont utilisé le terme développement, c'était pour les camps de réfugiés dans les années 50. Pourquoi? Parce que les camps de réfugiés, on a installé des tentes. Les gens, normalement, sont censés revenir faire leur retour chez eux. Ils avaient même les clés de leur maison. Et ça date maintenant. Est-ce qu'on essaye de mettre fin en fait, à cette question? Ce qui a été dit tout à l'heure, voilà, on essaye de mettre fin aux camps de réfugiés. Alors, pour transformer enfin, l'aide humanitaire qu'on donnait aux réfugiés, les secours, en aide de développement pour que ça soit durable, en fait, on a utilisé la première fois dans un camp de réfugiés le terme développement. Donc, les camps de réfugiés qui étaient censés être temporaires sont devenus plus ou moins définitifs avec cet usage, si vous voulez, du terme de développement. Donc, je vous donne juste une idée de cet usage du terme de développement d'un point de vue des organisations internationales. Plus tard, lorsqu'il y a eu les accords de paix entre l'Égypte et Israël dans les années, donc Camp David, enfin le premier Camp David c'était 78, donc il y avait l'USAID toujours, c'est l'agence américaine, l'agence United States International Agency of Development, donc c'est l'agence internationale de développement américain qui a été déjà en fait, je crois, gelée ou suspendue actuellement par Trump. Donc l'idée c'était de faire ce qu'on appelle la paix économique. Et à l'époque, l'OLP, l'Organisation de Libération de Palestine, était installée à Beyrouth, plus tard à Tunis. Et donc ils voulaient créer un leadership alternatif à l'intérieur du territoire palestinien occupé, qui sera alternatif à l'OLP et qui sera favorable à ces accords de paix. Donc, ils ont utilisé le terme développement dans leur projet de paix économique. Donc, c'était construire un leadership alternatif à l'OLP. Donc, il y avait vraiment plusieurs, je dirais, sortes plusieurs groupes sociaux dans ce leadership alternatif. Mais là, on voit aussi l'usage du développement dans ce projet politique, financé par USAID et bien sûr suivi souvent
par d'autres organisations internationales. Et plus tard, à partir des accords d'Oslo, là, le développement devient un projet officiel. Le développement, c'est le projet officiel qui sera tout simplement aussi le projet de l'OLP. Alors, de l'autre côté, si vous voulez, l'OLP va utiliser la question de la résistance économique dans les années 80. À la différence, c'était faire face aussi à ce projet de paix économique. Mais cet usage dans les années 80 marque ce que j'appelle la première rationalisation de stratégie de l'élite palestinienne adoptée par l'OLP. Parce que vous savez, l'OLP, dans les années 70 jusqu'à 82, la stratégie officielle, c'était la lutte armée. Et lutte armée pour libérer toute la Palestine, pas les territoires occupés en 67. Donc après, je dirais, la défaite militaire en 82 à Beyrouth, il y a eu certaines rationalisations de cette stratégie politique, et ils ont intégré la question de la résistance économique. Et donc, pour faire face à ce que le USAID faisait à l'époque, donc il y avait l'aide, ce qu'on appelle l'aide au Somoud. Somoud, c'est tenir bon. Vous entendez peut-être beaucoup ce mot aujourd'hui. Donc, Somoud, c'est tenir bon, c'est comment résister économiquement sur place. Et donc là, c'était le premier mouvement de rationalisation. Pourquoi rationalisation? Parce qu'il y a d'une part la pacification de l'action de l'autorité et de l'OLP, c'était la pacification, c'est le passage de la lutte armée à la question, à la résistance par l'économie. Mais il y a aussi un deuxième volet, ce que la lutte armée, c'était plutôt venant de l'extérieur de la Palestine, notamment de Liban, et la revendication était toute la Palestine. Là, avec la question de Somoud, il y a implicitement cette idée de limiter l'action au territoire palestinien occupé en 67. Et il y a eu le rapprochement, après une rupture quand même, entre l'OLP et l'administration jordanienne. Donc il y avait le comité palestino-jordanien, à l'époque qui était aussi actif. Donc il y avait le financement, il y avait l'aide, il y avait deux types d'aide dans les années 80, l'aide venant de USAID et de certaines organisations internationales pour construire la paix économique. Et de l'autre côté, l'aide venait de l'OLP et de certains pays arabes qui se sont opposés aux accords de paix égypto-israéliens et voulaient appliquer leur résistance par l'économie. Ce qui se passe à partir des accords d'Oslo, ces deux aides vont fusionner et vont être un peu canalisés par, je dirais, les discours officiels des organisations internationales, USAID et la Banque mondiale. Donc là, on va arriver à une situation que je qualifie la Palestine de bailleur de fonds. Donc dans cette Palestine de bailleur de fonds, dans cette configuration, donc si vous voulez, le projet officiel, c'est le développement pour la paix, qui est le projet des organisations internationales, mais en même temps des acteurs palestiniens, l'autorité palestinienne et l'ensemble des associations, les acteurs de la société civile qui plus ou moins adhèrent à ce projet. Et bien sûr, il y a des transformations à l'intérieur de ces acteurs, on va en revenir, mais le plus important, c'est déjà comment on va présenter cette ère d'Oslo à partir des accords d'Oslo. Donc, on va insister sur plusieurs choses. Et ça, c'est dangereux, parce qu'en fait, c'était toujours la périodisation, ce qu'on essaie de faire aujourd'hui avec le 7 octobre, avec l'après ou avec l'avant, avec voilà. Donc, c'est cette périodisation politique qu'on essaie de montrer comme c'était une périodisation, je dirais,
même des faits scientifiques. Alors la première chose, on va montrer que Oslo constitue une rupture nette, du jamais vu. Donc ce qui est avant n'a rien à voir avec ce qui est après. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, enfin, on est dans une période de développement pour la paix. Il n'y a plus de colonisation. C'est fini, puisque c'est une rupture. Et si on travaille pour la paix, bah, c'est bon. Khalas, tout est fini, on est vraiment sur la bonne route. Et donc il suffit juste de bien travailler, d'appliquer la recette. Alors ça c'est la première chose. Deuxième chose, bah, les anciens ennemis sont devenus des partenaires pour la paix. Et troisième chose, que l'autorité palestinienne est une véritable autorité. Elle a une autorité. Alors que ceux et celles qui sont allés en Palestine savent en fait que l'autorité palestinienne c'est une sorte d'oxymore, c'est l'autorité palestinienne en fait, après plus tard, voilà, on en parle. Alors, mais le plus important, puisqu'on parle de développement, on passe d'une situation de dépendance économique à une situation de développement, donc d'indépendance. Alors, bah voilà, autorité indépendante, voilà, donc le développement, c'est une période de paix, il n'y a plus de conflit, en fait on parle de conflit déjà, donc c'est la fin de conflit, c'est une période post-conflit. Et on va appliquer cette recette de post-conflit sur les territoires palestiniens. Qu'est-ce qui va se reproduire? On va reproduire ce que Gilbert Rist appelle une réalité virtuelle, demi-mensonge, demi-vérité. Oui, il y a le développement, d'accord, la colonisation, oui, c'est peut-être quelques trucs illégaux, je ne sais pas quoi. Donc, tout simplement, toute structure de domination va disparaître de la lecture. Et cette réalité virtuelle de demi-vérité, demi-mensonge va être la réalité à partir de laquelle les bailleurs de fonds vont intervenir. Et donc voilà, si la base elle est biaisée, bah tout est biaisé enfin. On voit rien. Donc je comprenais parfaitement pourquoi on était en train d'analyser l'analyse de politique de traitement de déchets alors qu'on n'arrivait même pas à ramasser les déchets. Parce qu'il y a une autre réalité, en fait, ces gens ne voient rien du tout, ils ne veulent pas voir le checkpoint par exemple. Parce que comment faire en fait un checkpoint, enfin comment faire le développement si le soldat ferme toute une ville comme Bethléem, un soldat de 18 ans, avec portail, maintenant aujourd'hui on n'a plus besoin de soldats, il y a des portails jaunes, on peut fermer ça à clé, donc c'est pas la peine d'avoir des soldats même. Donc ce dispositif de contrôle pour confisquer le temps palestinien, si vous voulez, c'est le checkpoint, bah, on n'a pas besoin de soldats. Il y a tout est sous surveillance. Donc si vous voulez, j'ai parlé de ce concept, en fait, ça a été critiqué, cette expression, ça a été critiqué à l'époque par certains chercheurs, parce qu'on m'a dit, oui, tu mets tout le monde dans le même sac. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire une association, une petite association qui a le budget de 2 à 10 000 euros à côté de la Banque mondiale? Bah rien. Si on croit en fait à cette question de gouvernance, que tout le monde est partenaire, qu'il n'y a pas de relation, de rapport de force entre les partenaires, bah, on se trompe complètement. Il y a une phrase que j'aime bien d'une chercheuse qui s'appelle Anne Lemore. Bah, c'était USA décide, la Banque mondiale joue, l'Union européenne paye, voilà, je peux ajouter Israël occupe, et les Palestiniens n'existent pas dans cette formule. Donc c'est cette configuration, si vous voyez, c'est là où vraiment tout est dicté par la Banque mondiale, tout est dicté par les Américains. Et lorsqu'on parle des Américains, bah, il suffit juste de voir comment ils se comportent aujourd'hui avec les génocides à Gaza. C'est pas la peine d'aller trop loin, enfin. Parce que Gaza, lorsque les Palestiniens regardent, il y a
voilà, il y a la réactivation de l'habitus, non seulement de la Nakba, c'est-à-dire la catastrophe qui a eu lieu en 1948, mais en fait c'est tout le présent vivant chez les Palestiniens, le checkpoint, la prison, tout est réactivé. Et le positionnement des États-Unis, c'est vraiment là, en fait, ça représente un peu ce qu'on appelle, entre guillemets, la communauté internationale, parce que c'est les États-Unis qui décident. Et puis, voilà, le reste est suivi, on le sait. Et donc, voilà, le Palestinien qui est en train de regarder comment il se fait massacrer pendant maintenant 2 ans, bientôt 2 ans, et donc, voilà, sous le silence, l'hypocrisie, deux poids, deux mesures, c'est l'hypocrisie collective, généralisée, je dirais. En fait, là, il y a un véritable problème. On ne respecte même pas le droit international, y compris les organisations qui sont censées appliquer ce droit international. Donc, voilà, lorsque je ne mets pas de tout le monde dans le même sac, mais il y a quand même un poids symbolique, un poids même physique et très lourd et militaire des États-Unis qui dictent tout sur l'ensemble des acteurs. C'est bon? Non? Oui, peut-être c'est bon. Donc, l'idée c'était pour mettre l'accent sur cette domination de bailleurs de fonds à travers l'aide. Et Palestine de bailleurs de fonds, ça me permet aussi de dire que malgré ce discours dominant autour de la paix, il y a toujours la colonisation. Et la colonisation, c'est pas juste un mot. On est passé de à peu près 200 colons qui étaient en Cisjordanie. Maintenant, il y a environ 800, 900 000. Donc c'est 5 fois plus important. Donc voilà, pendant cette période de paix où tout le monde parlait de la paix, on a dissimulé enfin ce processus de colonisation qui non seulement n'a pas arrêté, mais s'est accéléré. Et ça permet aussi de parler de morcellement de territoire, parce que ça c'est très important. Enfin, là, moi je viens de la ville de Bethléem. Bethléem, c'est pas une ville. Bethléem, c'est un petit village. La vraie ville, c'est Jérusalem. Je passais mon enfance, quand on avait besoin de quelque chose, je prenais le bus, 5 minutes, je suis à Jérusalem. C'est au moment de la paix qu'on a instauré un checkpoint, qu'on a séparé la ville de son entourage. Donc moi, je n'ai pas mis les pieds en fait, à Jérusalem depuis cette date, depuis les accords de paix. Alors normalement, c'est l'inverse qui doit se passer. Après, ça me permet aussi de dire que la question de l'indépendance économique, c'est juste voilà, une mauvaise blague, parce qu'on est passé d'une situation de dépendance économique à l'égard de l'économie israélienne à une domination complexe à l'égard aussi, enfin, non seulement dépendance à l'égard de l'économie israélienne, mais aussi à l'égard de l'aide internationale. On a créé la dépendance. Enfin, je peux rentrer dans les détails. Par exemple, une association qui travaillait dans les années 80 avec un budget de dizaines de milliers d'euros. À partir des accords d'Oslo, il passe à peu près 500 000 euros. Dans le deuxième intifada, à 20 millions d'euros. Alors c'est une petite structure qui utilisait beaucoup le travail des bénévoles. Alors ça devient une grande structure. Qu'est-ce qui se passe en fait avec cette ONG lorsque j'ai analysé? Par exemple, pour voir comment cette réalité virtuelle se reflète dans l'organisation de cette ONG. La première chose, on parlait de ce que j'ai dit en fait, la paix économique dans les années 80 et à partir d'Oslo, le mot occupation a été remplacé par le mot Israël. On commence à parler en anglais, à écrire nos rapports en anglais et non plus en arabe. On ne s'adresse plus aux Palestiniens parce que ce n'est plus la base qui nous intéresse, parce qu'on n'a plus besoin de travail bénévole. On s'adresse à qui? À celui qui donne l'argent. Pour lui dire voilà ce qu'on a fait comme rapport. Et après le langage, tout le langage
va être différent. Mais et puisque tout rapport au militantisme, en fait, dans ce discours, puisqu'on est dans une période de paix, bah, il ne faut pas être militant. Pourquoi être militant contre la colonisation s'il n'y en a pas? Bah, il faut rompre avec ses engagements. Donc il y avait cette rupture entre l'ONG et le parti qu'il a créé. Et à ce moment, il commence à recruter le cadre du parti. Donc on passe d'une situation où l'organisation politique dominait dans les années 80 à une situation où l'ONG domine un peu les partis politiques. Plus tard, lorsque leurs budgets vont gonfler, qu'est-ce qu'il va passer à ce que j'appelle un moment d'évacuation du politique. Qu'est-ce que cela veut dire? Bah, simplement, puisque les développements, c'est une thématique très importante, bah, on intègre des questions de genre, on intègre des questions de la démocratie, gouvernance, etc., etc. Et donc une ONG qui travaille dans la culture va créer une autre ONG qui dépend d'elle, qui va travailler sur des questions de genre et de la démocratie et de droit de je ne sais pas quoi. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va recruter le cadre du parti politique. L'ensemble du cadre du parti politique devient des salariés, des ONG. Et à certains moments, j'étais confronté avec des gens qui étaient dans les comités centraux d'un parti politique qui travaillaient sous l'égide d'un directeur d'ONG. Et lui-même est sous l'égide de son bailleur de fonds. Donc vous voyez la hiérarchie sociale, comment ça a été transformé. Donc ça, lorsqu'on parle de Palestine de bailleur de fonds, donc on peut parler de cette question, si vous voulez, de transformation interne au sein des structures, des acteurs de développement. Après, j'aimerais bien enfin parler aussi de le développement, comment il est défini dans ce discours dominant. Et c'est important. Le développement, enfin là, c'est une définition qui a été faite par Gilles Berris. Il y a un livre qui s'intitule « Le développement est une croyance occidentale ». Il montre que le développement est un ensemble de recettes techniques en dehors du débat politique. Cela veut dire en dehors de tout rapport de domination. Donc l'accent sera mis sur les individus, leurs compétences. Donc dès qu'on parle de développement, on va parler de formation après. Comment on va former les Palestiniens à mieux le capacity building? Parce qu'ils sont incapables de gérer leur pays, donc il faut juste un peu de temps. Oui, ça va. Donc ils sont incapables de gérer leur pays, il faut les former. Donc c'est le capacity building. On va voir plein de projets de capacity building, des ONG qui ne font que ça. Capacity building, la formation. Parce que l'accent est mis sur l'individu. La structure n'existe pas. Et ça, c'est important. Donc c'est une lecture sans contexte, une lecture sans structure, pire, une lecture sans histoire. C'est une lecture universelle qu'on peut appliquer n'importe où, et ça marche jamais. Je n'ai pas vu en fait des projets de développement qui ont marché en Palestine ou ailleurs, tout simplement parce qu'on a neutralisé le contexte. De cette lecture découle la figure par excellence. C'est quelle figure? C'est le technocrate. Qu'est-ce que l'on entend? Enfin, maintenant on va à Gaza, qu'est-ce qu'on veut? Oui, on veut un gouvernement de technocrate. Mais qu'est-ce que ça veut dire un technocrate? Enfin, qu'est-ce qui est... C'est quoi? Enfin, qu'est-ce qui distingue ce technocrate par rapport aux autres? Bah, il faut qu'il soit diplômé, d'accord, mais il peut être diplômé, il peut être aussi militant. Hein. Bah, ça là n'empêche d'autres. Donc on a construit une figure de technocrate en opposition à l'idée de militant. Et là, pour dire les choses, en fait, c'est un processus quand même qui a pris longtemps.
Donc il y a une autre expression qui nous permet de voir comment les choses ont changé, que j'appelle le monde de développement. Donc dans le monde de développement, à partir, en fait, lorsque l'aide va beaucoup augmenter à partir des accords d'Oslo, au nom du partenariat, au nom de ne pas répéter le même travail parce qu'il y a plusieurs acteurs, pour coordonner le travail, au nom de la gouvernance, on va remodifier les réseaux qui existent, mais instaurer de nouveaux réseaux avec ce qu'on appelle la logique de projet. Vous connaissez ça, même en France, on commence à souffrir de ça. C'est le nouvel esprit du capitalisme de Luc Boltanski. Et voilà, il parle de cette logique de projet. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va financer des grands projets qui seront exécutés et par les ONG, l'autorité palestinienne, les entreprises, sous l'égide des bailleurs de fonds. Avec ce type de projets, qui sont d'énormes projets, j'en ai analysé par exemple 2 projets et 5 réseaux, pas d'un projet que de 50 millions d'euros, c'est pas les petits projets, pour rien faire, pour juste produire la rhétorique, si vous voulez. Il y a un projet de la Banque mondiale, c'était que pour produire la rhétorique. Donc, dans ce monde de développement qui sera reconstruit, le développement devient une croyance qui va remplacer toute cause militante. Donc il y a des gens qui vont s'engager pour le développement et donc leur carrière devient dépendre de cette nouvelle cause. Donc moi j'ai remarqué, il y a certains qui ont déjà développé la Palestine, ils sont partis ailleurs, en Libye. Ils ont développé la Libye après, voilà. On voit, en fait, maintenant presque ils ont fait la moitié de travail en Irak, la Syrie, voilà. Donc ce sont des développeurs qui développent partout. Hein. Voilà, il passe une semaine d'expertise, voilà, il a tout compris, il a tout vu, il développe, il touche de l'argent et ça y est, c'est fini. Donc la Palestine a fabriqué aussi ce type d'experts en développement et on voit le résultat du développement d'ailleurs, en fait, aujourd'hui en Palestine, on voit très bien où on est. Donc dans ce monde de développement, si vous voulez, ce qui est intéressant, que ça sera directement en lien avec le champ du pouvoir. Qu'est-ce que cela veut dire? Il suffit de regarder, après la mort de Yasser Arafat en 2004 et l'arrivée de Mahmoud Abbas, le nouveau président, il est plus nouveau maintenant, mais ça fait un moment. Donc 2005, ça fait 20 ans, il est à vie. Hein. Et il y a eu les élections, bien sûr, le Hamas a gagné les élections, sauf que c'est les mauvais élèves. L'aide internationale a boycotté l'autorité palestinienne, donc on est resté 18 mois sans salaire. Qu'est-ce qui va se faire après? Rien. Division palestinienne. Le Hamas va prendre par la force, la bande de Gaza, et la Cisjordanie sera contrôlée à partir de là par Fatah. Et donc on va faire de la Cisjordanie le modèle de développement et Gaza l'enfer. Et donc on va, après le boycott de l'aide internationale, il y a la figure des technocrates qui arrive, c'est Salam Fayyad, c'est un ancien employé de la Banque mondiale. Il arrive au pouvoir en Cisjordanie, je crois qu'il revendique à l'époque 5 milliards, 5,5 milliards, on lui donne 7. Parce que voilà, c'est un technocrate qui va travailler. Qu'est-ce qu'il va faire Salam Fayyad? En plus de cette question de rupture avec le politique, il va commencer par les agences de sécurité. Il va licencier 30 000 personnes parce qu'il juge un peu qu'ils étaient militants. Il va recruter sur de nouvelles bases. Alors ça, c'est pour les agences de sécurité. Il y aura la coordination américaine. Il y avait Dayton, le général Dayton qui était en Irak, qui va venir en Palestine pour assurer la coordination de sécurité entre les agences de sécurité palestiniennes et les Israéliens. Pour cette question de paix, parce qu'en fait on est partenaires maintenant, on n'est plus ennemis. Et parmi les ministres, enfin l'ensemble des ministres de Salam Fayyad, c'est le produit des ONG qui étaient financés par l'aide internationale, qui ont
connu en fait ce double processus de rationalisation dont j'ai parlé au début, de la lutte internationale au Somoud et de son mode de développement. Donc c'est ce qu'on appelle les développeurs. Donc le monde de développement devient, si vous voulez, un espace qui produit, en fait, qui va intervenir dans le champ du pouvoir. Et donc on va appeler ça le gouvernement des technocrates à l'époque, 2007-2008. Alors Salam Fayyad, il va sortir, il va dire l'État palestinien va naître dans un an, après 2 ans, 2 ans et 3 mois, 2 ans, voilà. Il est resté jusqu'à 2013, rien n'a eu. Qu'est-ce qu'il a mis en place? Parce qu'en fait, c'est cette idée de la domination de l'international, il a mis en place ce que j'appelle aussi les politiques néolibérales. Pousser les Palestiniens à consommer. S'ils n'ont pas d'argent, c'est pas grave, ils s'endettent. Donc, il a ouvert les crédits bancaires. T'es salarié de l'autorité palestinienne, tu peux t'endetter. C'est pas grave. T'es salarié, tu peux garantir pour quelqu'un d'autre qui s'endette. Et plus tard, lorsque l'aide internationale va diminuer, parce que la cause palestinienne, enfin la Palestine est devenue tellement invisible dans les années 2017-2018, personne n'en parle. C'est maintenant qu'on commence à parler à peu près après le 7 octobre. L'autorité palestinienne veut avoir de l'argent, la recette fiscale, parce qu'en fait, c'était l'aide pour la sécurité d'Israël. Maintenant, il n'y a plus l'aide, en fait. Il y a, en fait, le système qui a démarré et qui assume un peu cette responsabilité sans avoir besoin d'être subventionné. Alors, pour payer les salaires de ses employés, qu'est-ce qu'on fait? Comme je l'ai dit, par la consommation, il n'y a aucun investissement dans les transports publics, et pour se déplacer en Palestine, on a besoin d'une voiture. Alors, les politiques de l'autorité palestinienne, pour des raisons patriotiques, il ne faut pas acheter une voiture utilisée en Israël. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut importer. Donc, si vous allez en Palestine, vous allez vous trouver des nouvelles voitures, mais des gens fauchés. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, toi, à la douane. Pour élargir la recette fiscale, il faut importer des voitures, des nouvelles voitures. Et pour que ce droit soit plus important, il faut que les voitures soient plus puissantes. Donc, il faut 4x4. Il ne suffit pas d'avoir une petite voiture avec un moteur, je ne sais pas quoi. En fait, il faut avoir des 4x4, des énormes voitures de consommation. Donc, on va avoir des nouvelles voitures. Les gens s'endettent pour pouvoir se déplacer en Palestine et financer ainsi l'autorité palestinienne pour combler un peu le creux du manque de l'aide internationale. Donc, les Palestiniens se trouvent dans une situation où ils s'endettent pour financer l'autorité palestinienne qui les opprime. C'est bon? Donc, alors, si vous voyez, donc lorsqu'on veut analyser l'aide internationale, il faut pas, je ne suis pas en train de juger les intentions des gens. Je ne suis pas en train de dire que cette association a de la bonne volonté. Non. En fait, c'est le système, c'est le discours qui justifie. Donc, ce qui s'est passé avec les acteurs de développement, on est passé d'une situation de domination. D'abord, on imposait un discours aux Palestiniens. Ils refusaient, ou ils résistaient. Après, ils disaient, voilà, on écrivait ce qu'ils voulaient, on fait ce qu'on veut. Après, ils ont intériorisé ce nouveau discours. Ils ont intériorisé cette nouvelle manière de voir. Et donc, ils ont transformé la domination, si j'emprunte le concept de Gramsci, en hégémonie. Parce qu'il y a un consensus. Un consensus autour de cette domination. Donc tout le monde est d'accord là-dessus. Et donc au fil du temps, cette domination a été intériorisée. Donc l'autorité palestinienne dans cette configuration n'est qu'une grande ONG avec des agences de sécurité à la différence des autres. Et donc si vous voulez, l'opposition avec l'autorité palestinienne, ce n'était pas une opposition politique, c'était plutôt la concurrence.
qui veut avoir plus de l'aide internationale que l'autre. Le débat dans les années 90, 2000, je dirais, c'était nous, on mérite mieux cet argent parce que nous, on travaille dans l'agriculture depuis 40 ans, l'autorité palestinienne est nouvellement créée. Et maintenant, le débat, c'est la même chose avec les municipalités. Ce qui est marrant et ce qui est un peu frappant en même temps, après 25 ans, voilà, je ne sais pas, je ne veux plus compter même. Après tout ce temps de cette réalité virtuelle, le décalage, enfin, et le décalage et les deux modèles qu'on a produits en Palestine, la Cisjordanie et la bande de Gaza, les discours de bailleurs de fonds n'ont pas changé. Ils sont en train de refaire la même chose. J'ai assisté il y a un mois à une table ronde. Franchement, je me suis dit, mais j'ai l'impression de revivre la deuxième intifada, le même discours. Enfin, ce paradigme universel qui ont été inventés, je ne sais pas où, même dans des bureaux, c'est pas, enfin, ils ne sont pas fondés sur des réalités. Aucun terrain, en fait, ne peut permettre ce type de paradigme. On est en train de les imposer de nouveau sur le contexte palestinien pour sortir de l'impasse. Alors, si personne ne veut voir la structure de domination en Palestine, si personne ne veut voir que le véritable problème qui est le développement et même la vie de Palestine, c'est le checkpoint, c'est la prison, c'est la colonisation, ben on reste toujours là où on est, en fait, ça reste toujours pire en pire. Donc si vous voulez, moi je dirais, le récit palestinien était toujours dénié par le mouvement sioniste, mais aussi par le discours international. Personne n'a écouté le Palestinien. Il est temps d'écouter, de voir comment les Palestiniens voient leur propre réalité et saisir leur propre réalité pour pouvoir intervenir et faire avancer les choses. Sinon, on attend encore un nouveau génocide pour dire waouh, c'est arrivé à... Non, mais c'était prévisible, tout ça c'est prévisible. Et on peut revenir, si vous voulez, sur ma lecture de la situation en Palestine en dehors de ce discours des bailleurs de fonds et la manière dont ils veulent saisir la réalité palestinienne en neutralisant et le contexte et l'histoire et je dirais les structures de domination. Je m'arrête là peut-être pour avoir des questions et de discussions, ça sera plus simple. Je ne sais pas, en fait, c'est un peu débrouillé. Donc on commence, on peut prendre peut-être 2 ou 3 questions d'un coup, puis ensuite on laisse notre invité répondre. Et de nouveau 2 ou 3 questions. Donc il y a la première qui compte. Ça marche pas? Allô, ouais. C'est l'ensemble. Oui. Bah, on va essayer de parler plus fort peut-être. Oui. Un grand merci pour votre intervention qui fait vraiment des parallèles très très étonnants entre économie, histoire et la situation actuelle qui est le résultat de 76 ans de colonisation, d'apartheid, de guerre, de crimes de guerre, en crimes contre l'humanité, on arrive au crime de génocide, et pour les raisons dont vous parlez. Alors moi j'ai eu la chance, c'est la première fois que je vous entends, un grand merci. J'ai eu la chance de m'intéresser à votre intervention en juin 2004 par le CAGI, qui est le centre d'études géopolitiques antillais, si je ne me trompe pas. Voilà, je conseille à tout le monde de voir cette intervention, elle est disponible sur YouTube, hein, sur le paradigme de la colonisation. Hein, ça dure à peu près 1 heure, moi c'est absolument passionnant. Je suis désolé, j'ai pas vraiment de questions en fait, mais je voulais exprimer ça et puis je voulais commencer je voulais rappeler qu'on est dans un bâtiment sciences politiques qui continue à entretenir des liens académiques avec une université israélienne.
celle de Tel Aviv. Hein. Je vous rappelle que Sciences Politiques, je ne sais pas s'il y a des dirigeants ici ou des professeurs, continue à avoir un double master avec l'université de Tel Aviv. Moi, on est plusieurs ici à faire partie d'une association qui s'appelle l'association France-Palestine Solidarité. Et l'une de nos grosses actions, c'est d'appliquer une campagne qui vient de la société palestinienne, qui s'appelle BDS, une campagne de boycott, hein, pour boycott des investissements sanctions, qui date de 2005. Donc ça se resitue complètement dans votre intervention. Hein. 2005, c'est juste après la deuxième intifada. Voilà, c'était une volonté pacifique de réagir éventuellement en tant que moi, citoyen français, européen. Et dans ce cadre-là, les Palestiniens eux-mêmes, certains Israéliens qui sont totalement contre ce qui se passe évidemment là-bas, nous demandent de relayer ce boycott qui s'étend au boycott académique. Donc voilà, on constate que Sciences Po, une école de sciences politiques, c'est quand même assez fabuleux, continue à entretenir des liens avec une université qui est une émanation, évidemment, du ministère de l'Éducation israélien. Donc c'est du bashing par l'éducation. Voilà. Et je voudrais rappeler concrètement, parce qu'on peut faire des choses très concrètes, que demain matin à 9h sera organisée une mobilisation par les élèves de Sciences Po, puisque demain, si j'ai bien compris, sera discuté de nouveau la confirmation de ce double master. Alors, dans un monde idéal, on pourrait imaginer que Sciences Po imagine de clôturer ce master par souci de solidarité, de boycott. Eh bien non, ce serait pour mettre un terme à un échange pédagogique. On vit vraiment dans un autre monde. Donc voilà, je rappelle en tout cas l'existence du BDS, hein, du boycott des investissements sanctions, qui vient vraiment des Palestiniens. Hein, quand vous dites qu'on a hâte, on a hâte de cesser le feu, on a hâte de la fin de ce génocide, de la fin de la colonisation, on a hâte de plus entendre les Palestiniens. Et le BDS, hein, si je ne me trompe pas, est vraiment une émanation de ce que la société civile, c'était 170 structures palestiniennes hein, qui ont créé ça en 2005. Voilà, c'est un petit rappel sur l'actualité. Soyez là demain matin dès 9h, puisque vous vous intéressez, semble-t-il, tous à l'actualité palestinienne actuelle. Merci beaucoup. Ouais, j'aimerais bien rappeler ce qui s'est passé à Sciences Po Strasbourg. Ça a été voté d'abord, après annulé, après il y avait, je sais pas, un comité d'enquête qui est moralement et juridiquement a conseillé, tout le monde je crois était d'accord pour mettre fin à ce partenariat, ils n'ont pas réussi. J'espère, j'ai un article qui va paraître peut-être, qui parle un peu de ça et parle pourquoi en fait. Et ce que j'appelle le discours de sens commun savant en France. Dès qu'on parle de la Palestine, il y a certains tabous, il ne faut pas toucher, il y a certaines choses dont il ne faut pas parler. Et pourtant, déjà, le paradigme colonial, si vous voulez, c'est ce que vous avez dit, moi, je trouve que c'est indispensable pour saisir la réalité palestinienne. Et là, la question, on est dans une situation de colonisation, de remplacement, et c'est le colonialisme, c'était une colonisation de peuplement et de remplacement. Et donc lorsqu'on veut remplacer un peuple par un autre, ça ne se fait pas avec un discours, ça se fait avec la force, ça se fait avec des crimes, ça se fait avec la violence. Et donc ça, c'est l'histoire de la Palestine depuis un siècle en fait. Là, c'est pas moi qui le dis en fait. Je vous cite en fait une citation là que je trouve dans mon cahier. Et après, je vous dis enfin ce qui en parle enfin. Les Arabes de la Palestine n'accepteront jamais la transformation de la Palestine arabe en un pays à majorité juive. Que le lecteur passe en revue tous les exemples de colonisation dans d'autres contrées, il n'en trouvera pas un seul où elle se soit faite avec l'accord des indigènes. Donc, la colonisation sioniste, même la plus limitée, doit soit être interrompue, soit être menée en dépit de la volonté de la population native. Cette colonisation ne peut donc continuer et se développer que sous la protection d'une force indépendante, un mur de fer, que cette population ne peut briser. Telle est, dans son intégralité, notre politique à l'égard des Arabes. La formuler autrement ne serait que pure hypocrisie. Ça, c'est pas un Palestinien qui le dit. Ça, c'est Jabotinsky. 1923, Jabotinsky, il avait un secrétaire. C'est le père de
Netanyahou. Il appelle, enfin son article s'intitule le mur de fer. Bah, l'opération à Jénine, c'est mur de fer. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Donc les débats entre les sionistes, il y a un siècle, c'était un débat, oui, c'est un projet colonial. Soit il faut le mener jusqu'au bout, soit on arrête. Donc le débat entre Jabotinsky et les autres, voilà, Herzl pareil en fait, il parlait d'infiltration juive. Donc voilà, que ce soit l'Argentine ou la Palestine, enfin il y avait le choix entre l'Argentine et la Palestine, après est devenue la Palestine. Mais il y avait, voilà. Donc si on revient, même les sionistes eux-mêmes, ils parlaient d'un projet colonial de l'époque. Et donc c'était l'esprit dominant en Europe à l'époque. En fait, on avait le droit de tout coloniser en dehors de l'Europe. Ça le montre Rodinson dans son article 1967 chez Sartre, dans le temps moderne. Donc il montre voilà comment cet esprit colonial, voilà, donc le colonialisme même, enfin colonisation, avait quand même un bon sens parce que ça apporte la civilisation ces gens primitifs. Donc il y a même certains nostalgiques de la colonisation aujourd'hui en France qu'on le trouve parfois. Donc voilà, c'est un projet colonial de remplacement. Le Nour Masalha dans les années 30, et il a fait 3 livres, donc il parle de transfert organisé. Nour Masalha, c'est un historien palestinien qui est à Londres. Donc Nour, il accède, il accède aux archives de réunions voilà, des organisations sionistes qui se sont installées en Palestine. En fait, au moment où ils affichaient un discours de co-vivre et cohabitation, ils planifiaient et organisaient le transfert. Et c'était pas un transfert d'un individu. Comment on va transférer l'ensemble de la population, les mettre ailleurs dans des camps des réfugiés ou dans des villages d'accueil? C'est le même discours qu'on a aujourd'hui par rapport à Gaza, enfin. Et Trump le dit. C'est invivable, d'accord, on va le mettre en Jordanie, on va le mettre... Non. Bah s'il faut les déplacer, absolument, bah leur village d'origine, c'est juste à côté, hein. En Palestine. Ils font... Bah on fait le retour et c'est fini. C'est plus simple si c'est pas vivable à Gaza, d'accord, parce qu'il y a 70% de la population à Gaza, c'est des réfugiés. Et là, la question de réfugiés chez les passés, une question existentielle. On ne peut pas comprendre ça avec le discours de 2 États ou développement. Voilà. S'il n'y a pas un paradigme colonial, colonisation, on ne voit pas en fait pourquoi il y a 2 tiers du peuple palestinien sont des réfugiés. On ne comprend pas ça en fait. Lorsqu'on parle de ce paradigme ou cette colonisation de peuplement et de remplacement, il y a 2 caractères très importants. En fait, c'est une sorte de conquête permanente de l'espace. Donc, c'est des frontières errantes qui bougent tout le temps. Bah, c'est des frontières qui ne sont pas fixées. Les frontières, selon le plan de... Il n'y a pas. Le plan de partage 1947 n'a rien à voir avec les frontières tracées par la violence et le nettoyage ethnique en 1948, n'a rien à voir avec les frontières tracées en 1967, n'a rien à voir avec les frontières de Oslo, A, B, C, dont j'ai parlé tout à l'heure, n'a rien à voir avec les frontières d'aujourd'hui, où il y a en fait une partie de la Liban qui est occupée, la Syrie, et pareil, on ne sait pas ce qui va se passer à Gaza. Donc c'est une sorte de conquête permanente de l'espace. Où la conquête arrive, on met les frontières. C'est des frontières errantes. Il n'y a pas de frontières. Et donc voilà, avec ce déplacement de frontières sans cesse, bah, il y a toujours le nettoyage. On rase. Et deuxième élément, c'est effacement du peuple et de son histoire. Alors comment on va effacer le peuple et son histoire? Bah déjà le déni d'un récit palestinien. On parle des Arabes déjà. Et dans la déclaration Balfour, enfin on ne parle pas d'Arabes en fait. On parle des non-juifs, c'est par la négation. Les Arabes de 48, c'est quoi les Arabes? C'est les Palestiniens qui ont pu rester. Et après, voilà, effacement de l'histoire. Et là, le rôle des universités israéliennes apparaît. Parce que lorsqu'il y a eu la Nakba, il y a quand même le vol de livres palestiniens, des archives palestiniennes, des photos personnelles même. Et la judaïsation de terres
où l'université israélienne a joué un rôle important. Maya Wind le montre bien dans son livre. Je ne sais pas si vous avez vu le livre de Maya Wind. Elle a fait 2 interventions en France, à l'ENS à Paris et à Lyon. Donc elle parle du rôle de l'université de Tel Aviv, de l'université de Bir Sabah, de l'université à Jérusalem, comment ces universités se sont construites sur des villages détruits. Et comment le récit officiel de ces universités efface cette histoire. En fait, elle met en contradiction le récit officiel de ces universités et les réalités. Parce que lorsqu'il y a eu la Nakba, il y a 500 villages palestiniens qui ont été rasés et sur lesquels on a construit des forêts, des universités, même des kibbutz. Donc il y a l'effacement de l'histoire, il y a on confisque le temps présent. Comment on confisque le temps? C'est simple, c'est le checkpoint. On passe des heures, des nuits sur les checkpoints, sur les frontières, en prison, détention administrative. On confisque le temps dans un camp de réfugiés. On attend le retour, on attend la fin. En fait, faire subir les gens l'attente sous une menace, en fait, c'est la pire domination qu'on peut exercer sur quelqu'un. Voilà, c'est tout un peuple qui est sous l'attente depuis quand même un siècle. Les Palestiniens à Gaza, ils étaient sous attente, sous siège. Maintenant, attendent la fin de la guerre ou le génocide. Les camps de réfugiés en prison pareil, sur les checkpoints. Donc, c'est un moyen de confisquer le temps. Et lorsqu'on confisque le présent, on confisque quoi? L'avenir. On ne peut pas se projeter dans l'avenir, il n'y a pas de perspective. Donc, c'est 2 caractéristiques de ce système colonial. C'est la conquête permanente de l'espace, et c'est l'effacement et la confiscation permanente du temps. Donc voilà ce que les Palestiniens se disent en fait. Et là, il n'y a pas de récit. S'il n'y a pas de récit palestinien, ces Palestiniens n'existent pas. Enfin, il n'existe que des chiffres. Et après, est-ce que ces chiffres sont fiables? C'est pas fiable, c'est le chiffre de Hamas. C'est exactement la même logique qu'on a vécue, par exemple, pendant la Nakba. Il a fallu que les historiens israéliens accèdent aux archives dans les années 90 pour parler du nettoyage ethnique en 48, alors que les vieux Palestiniens parlaient de ça, racontaient ça. Mais personne n'a cru. Pourquoi, en fait, les premiers concernés ne sont pas écoutés? Et c'est exactement la même chose avec... Est-ce qu'on peut croire, en fait, les chiffres des Palestiniens? Mais s'il n'y a pas de journalistes, vous interdisez tout le monde et personne n'en parle. Si on détruit les hôpitaux, on trouve des justifications ici à la télé. On détruit les universités, en fait, dernière université... d'abord, lorsqu'on détruisait les universités à Gaza, on disait oui, il y avait des bases militaires pour le Hamas. D'accord. Dernière université qui a été détruite, c'était l'université d'Isra. L'armée israélienne occupe l'université, occupe le bâtiment pendant 2 mois, 70 jours. Donc ils étaient sur place. Ça devient un lieu d'interrogation, d'interrogatoire en fait, et voilà, lieu même d'arrestation. 70 jours, ils en ont marre, en fait, il y a un soldat qui filme, il met des explosifs, ils font c'était l'université, le bâtiment. Mais il n'y a plus rien, vous avez occupé quand même le bâtiment pendant 70 jours. Donc ils n'avaient plus besoin de justifier, c'est la banalisation des crimes. Et personne ne fait rien. C'est bon, en fait, personne n'en parle. Et donc là, en fait, on est en train de boycott, oui, c'est liberté d'expression, c'est légitime. Non, on est en train de contribuer à ce génocide, en fait, à cette destruction. Donc c'est pas, en fait, oui, je comprends, en fait, qu'il y a le côté juridique, on a besoin de ce consensus, parce que c'est pour se protéger, parce qu'à certains moments, demander un cessez-le-feu en France, c'était une sorte d'apologie de terrorisme. On était interdit de faire des manifestations le premier 2 mois, en fait, en France. Et maintenant, en fait, peut-être, d'ici 5 mois, s'il y a certaines lois qui vont passer, peut-être on n'a plus le droit de parler ici à l'université. Donc là, on n'est plus, en fait, dans le partenariat, on est dans la complicité. Donc si les universitaires n'osent pas appeler un chat, on va tourner en rond tout le temps, en fait, pour la Palestine comme pour d'autres choses. D'où l'importance de la Hasbara, là, de paroles, comment je vais dire, du vocabulaire israélien, oui, face à la parole palestinienne.
et de tous les leurs qu'on met, surtout à nous, pour faire passer la vérité et la réalité, pour faire passer ce qui se passe. Il faut bien s'y faire du baratin. Et par exemple, droit de l'homme, franchement, droit de l'homme, on peut encore parler de ça quand on voit ce qui se passe à Gaza. C'est un exemple. Mais ici, sur l'environnement, sur quoi ce qu'on a dit, de quoi tu parles, à la base le colonialisme, le développement. Oui. Le développement. Bon, je suis d'un certain âge. En France, quand on était jeune, je pense, après la colonisation, on avait été colonisés les pays, nous les pays civilisés, les autres c'était des non-civilisés, c'était des non-développés. C'était nous les développés. Donc il fallait les aider. Ok, déjà, tu vois, c'est dans les années, je vais dire quoi, 60, 70. C'est après la Deuxième Guerre mondiale. Tu vois, c'était le tiers-monde. Et alors, on disait que c'était des pays en voie de développement. Je sais pas si tu sais, pour nous, on disait, c'est des pays en voie de développement, donc on va les développer. Ils vont sortir du tiers-monde. Magnifique. Or, j'ai vécu au Liban. D'accord? La guerre du Liban et aussi Oslo, tout ça, ça y est, c'est la paix, magnifique, les Hariri et tout. Et les Libanais disaient, ça y est, on est sortis du tiers-monde. Et ils étaient contents, mais c'est vrai que le peuple libanais, c'est un peuple très développé, quoi. L'université, enfin, magnifique. Mais, à mon point de vue, moi, on s'arrange toujours pour que ceux qui sortent le nez de l'eau, on va les faire retomber. Parce qu'on leur demande à eux, non pas de participer, comment je vais dire, par exemple, un médecin libanais au Liban, il n'aura le droit que de vendre de la camelote, parce que toute la recherche, elle se fait en Europe. Donc un médecin libanais, il peut rien faire au Liban que de soigner les gens et c'est tout, et de vendre les médicaments. S'il veut perfectionner, il faut qu'il vienne faire des stages en France. Tu vois, ça doit être pareil pour toi. Il fallait en Europe pour mais dans le pays lui-même, on va s'arranger, justement, dans les universités, on va s'arranger pour que les gens du pays ne puissent pas en sortir. Je sais pas, qu'est-ce qu'on pense? Enfin, pour le tiers-monde, déjà, en fait, ça vient du tiers-État. Tiers-État. Ah bon? C'est un régime, en fait. Ceux qui n'existent pas, qui cherchent une place. Donc, déjà, en fait, après ce développement, au sud, on essaie de... Voilà. Mais moi, tout simplement, le développement, comme le dit un économiste français dans les années 50, Pérou, bah, c'est le changement de rapport de force. Si on ne change pas de rapport de force, il n'y a pas de développement. Si on reste dans une situation de domination dominée, bah, qu'est-ce qu'on développe? Bah, il y a des pays qui dominent d'autres pays. Donc s'il n'y a pas un changement de rapport de force, ça reste toujours en fait déséquilibré. Il y a Samir Amin qui parle de développement déséquilibré. Bref, donc c'est un autre débat. Mais la question, c'est aussi question d'industrie, c'est aussi question de pouvoir derrière. Donc le développement, ce n'est pas juste une question de former les gens, mais c'est une question de l'économie. Et là, on voit, par exemple, ce que je n'ai pas dit, par exemple, dans la recette de développement, c'est que c'est le marché néolibéral, dans le sens où cette société civile, on réduit la société civile à l'ensemble des ONG qui vont séparer le public du privé pour que les privés fonctionnent tout seuls sans intervention de l'État. Pour que la main invisible d'Adam Smith marche, alors qu'on mal interprète même aussi la main invisible d'Adam Smith, en fait, pour que le marché s'autorégule. Voilà. Donc c'est vraiment une théorie qui n'a aucun sens. Et tout simplement, on applique une théorie qui n'existe pas, enfin qu'on n'a pas appliquée ailleurs, et on voit maintenant que les États-Unis avec la Chine, etc., elle est où la main invisible d'Adam Smith? C'est la main invisible de Trump, qui est très claire. Et c'est la main visible de l'occupation palestinienne, qui est très claire dans l'économie palestinienne. Donc au lieu de parler de cette main invisible, alors Adam Smith il a utilisé, je crois, 2 ou 3 fois maximum, une fois pour parler de Dieu, déjà, parce que c'était mal vu de parler de Dieu dans un ouvrage scientifique,
Et donc là, en fait, pour ne pas parler de cette main invisible et de l'occupation et des États-Unis qui veulent protéger son marché, etc. Oui. Oui, en fait, j'ai une question par rapport justement à l'aide américaine, puisque Trump vient justement de décider d'arrêter cette aide américaine, sauf Israël et l'Égypte. J'ai entendu. Je ne sais pas pourquoi l'Égypte, plus que l'Égypte. Enfin, si, je me doute qu'il peut faire. Non, mais bon. Voilà. Mais du coup, c'est pas un peu contradictoire par rapport à ce que vous expliquez? Oui, en fait, ce que j'ai dit, en fait, pour ce qui a été dit, mais maintenant, on va voir ce qu'il va faire, en fait, surtout l'Union européenne, en fait, maintenant. Donc, comment ils vont avancer. Mais si Trump, il a arrêté avec USAID, la Banque mondiale, elle est toujours là. Sa littérature rhétorique est toujours là. Et après, par exemple, si je prends l'exemple de l'AFD en France, l'AFD, avant tout, c'est une banque. Donc aussi la logique d'une banque. La banque ne donne pas d'argent. Elle fait des investissements. Donc il faut aussi prendre ça en compte. Et il y a d'autres recherches sur d'autres pays où ils ont vu, par exemple, où il y a les Suédois, je crois, qui sont investis dans un pays africain. 30 ans plus tard, en fait, c'était l'investissement dans le secteur télécommunications. 30 ans plus tard, 90% de ce secteur appartenait à des entreprises suédoises. Donc voilà, il faut voir aussi la question d'investissement. C'est pas juste on investit, on n'est pas en train de développer. Et là, en fait, il y a toute une théorie derrière. Est-ce qu'en fait, on est en train de développer est-ce que les inventions qu'on fait, on fait dans ce pays ou ailleurs? Voilà, donc il y a tout un... Est-ce que, pour les questions d'équilibre, voilà, on ne va pas rentrer dans les théories économiques, mais enfin, il y a beaucoup de débats là-dessus, et je crois qu'il faut voir ce type d'aide aussi comme investissement, et aussi lorsqu'on lit la littérature de l'Union européenne, en fait, lorsqu'on aide certains pays, c'est pour se protéger, c'est pas pour les aider. Le mouvement migratoire, par exemple, la paix interne en Europe. Donc voilà, il faut voir en fait les doubles facettes des choses. Et après, il ne faut pas oublier que la Banque mondiale, comme le FMI, sont toujours là. Donc ça, c'est pour la question du USAID. On verra pour l'Égypte. Bien sûr, c'est important parce que l'Égypte bénéficie de l'argent des Américains depuis les accords de paix en 1960. Et c'est l'armée égyptienne qui bénéficie. Et donc ça explique beaucoup de choses en fait. Pourquoi l'Égypte aussi n'a plus de rôle dans les pays arabes. Enfin, pourquoi l'Égypte suit complètement un peu les Américains dans ces plans dans la région. Et l'Égypte, c'est le pays le plus important quand même dans la région, avec l'armée la plus importante. Oui, en fait, on verra pour USAID, mais après il y a USAID, il y a aussi l'aide affichée, il y a l'aide invisible aussi. Les agences de sécurité, c'est l'aide invisible. Donc il y a aussi, moi j'ai parlé des agences de sécurité palestiniennes, moi je sais qu'il y a de l'argent qui arrive en valise. Ça c'est pas comptabilisé. Il y a des questions, oui. Oui, monsieur. Bonsoir à vous. Merci pour votre intervention. Vous nous avez exposé vraiment des choses très intéressantes et en même temps très vraiment pessimistes. En ce sens que, est-ce que les accords d'Oslo n'étaient pas un piège pour l'OLP et notamment son leader Yassir Arafat. Parce que je trouve quand même que les sionistes, ce n'est pas depuis 1921 comme on le prétend, mais depuis 1885, le congrès de Berlin. C'est là où les cartes, où les choses sont bien tramées, ce sont bien ce qu'on appelle partager le monde. En ce sens que chacun lui donne sa part du gâteau. Et c'est malheureusement, c'est ça que je trouve un petit peu, l'intelligentsia palestinienne n'est pas arrivée à cerner vraiment les horizons du sionisme, à savoir, ne serait-ce que, dans certaines mesures,
il croit beaucoup à ce que dit le Talmud, chapitre 73, verset 1. Lève-toi et tue. Vous n'avez qu'à vous référer à un bon bouquin sur les assassinats de René Broman. C'est un bon bouquin qui est bien fait. Alors, il est actuellement pas seulement le silence complice de certains régimes arabes, bien sûr, et des Occidentaux, qui ferment un petit peu tout ce qui a trait à la cause palestinienne. Silence, on tue. Et c'est une honte pour le XXIe siècle, et notamment pour tout homme qui se prétend être civilisé et porter des valeurs, ne serait-ce que la fibre humaine. Et c'est ça que je trouve triste dans ces pays-là, qui disent, et notamment le nôtre ici en France, qui disent nous sommes porteurs des droits de l'homme, pays des Lumières, plutôt de tristesse, jusqu'à actuellement, malheureusement, dit que vous essayez de soulever le problème et le génocide surtout, actuellement qui se passe. Eh bien non, on n'ose pas dire, on n'ose rien dire, disons en couche, sinon on va devant ou sous les pieds de Netanyahou. Et c'est triste. Oui, enfin, est-ce que je suis pessimiste? Non, je ne suis pas pessimiste. Non, voilà, j'ai une lecture, voilà, mais je ne suis pas pessimiste. Non, parce qu'aucun État ne peut continuer alors que la seule action, enfin sa seule action est de tuer. Ça peut pas, enfin, on va payer cher, oui. Mais est-ce que je suis pessimiste? Non, je suis optimiste, mais je sais sur le court terme on va payer trop cher. Mais il faut continuer. Et est-ce que Oslo était piège, pas piège? Oui, mais de toute manière, en fait, tel qu'il a été conçu, tel qu'il a fait, dans le contexte, oui, c'était une catastrophe pour les Palestiniens. C'était une véritable catastrophe. Est-ce qu'ils pouvaient faire autre chose? J'en sais pas, je n'étais pas avec Arafat. Mais l'intelligentsia, il y a la majorité des intellectuels palestiniens qui ont averti d'Oslo, y compris Edouard Saïd, qui était pour quand même la question de la paix, même certains qui ont même participé dans les négociations, ce n'était pas un secret. En fait, tout le monde critiquait Oslo, mais est-ce qu'en fait, le pouvoir entend les intellectuels? Ça n'a jamais été le cas, en fait. Il faut crier, il faut taper fort sur la table, c'est pas juste écrire et parler. Après, pour le sionisme et la question occidentale, ben là, c'est le problème. En fait, moi, je suis de cet avis que le sionisme n'est pas une invention juive, en fait, en Europe. C'est une invention chrétienne, protestante. Et c'est par antisémitisme qu'on a créé l'État d'Israël, et non pas par amour. Donc moi, je vois que la question palestinienne et la liberté des Palestiniens s'articule parfaitement avec la lutte contre l'antisémitisme. Et ce n'est pas l'inverse. Donc, et ce n'est pas un hasard qu'on trouve que les gens de droite soutiennent aujourd'hui Israël alors qu'ils sont eux les antisémites, qui ont eux. Donc, ce n'est pas un hasard, non. Donc il faut vraiment voir la question du sionisme, comme quoi en fait l'ensemble des rabbins en Europe étaient contre déjà au début. C'était une idée chrétienne avant. Et voilà, protestante. Je ne suis pas expert, mais voilà, bon, cette thèse, moi. Donc je crois en fait il faut revenir à ses origines. Et Balfour était antisémite, c'était pas un amoureux, en fait. Oui. J'avais une remarque et puis une question. Oui. D'abord, merci beaucoup.
Et la remarque, c'était, de toute façon, on ne peut pas faire grand-chose. Je veux dire, pour les gens qui veulent agrandir leur espace vital, une notion qui est pas si vieille que ça, quoi. Je veux dire, il n'y a qu'une solution, en fait. Il faut arrêter de vouloir parler. Je veux dire, les gens qui sont comme ça dans l'agrandissement des frontières, la colonisation, on a vu ce que ça a donné dans plein d'endroits du monde, mais il y a un exemple très très marquant au XXe siècle, et il n'y a qu'une solution. Je veux dire, c'est un arrêt qui est fait par une action militaire. Ça, c'était juste pour le constat. Et la question, c'était l'altruisme. Moi, je serais très réservé sur l'altruisme des États, pas des individus. Parce qu'individuellement, on peut effectivement avoir le sens du confort de son prochain, hein, on va dire comme ça. Mais au niveau des États, moi je pense pas. Et parce que pour revenir au sujet qui nous intéressait là ce soir, c'était l'aide par les ONG. Moi je ne vois pas vraiment un État qui va financer une ONG et qui ne va pas demander de contrepartie. Et quand vous disiez très justement qu'en fait, de toute façon, le grand chitan dans l'affaire, le grand diable, c'est ni plus ni moins que le FMI et puis et la Banque mondiale. Et la Banque mondiale, mais moi je ne vois pas comment on peut imaginer un pays comme la Palestine, mais ça s'est fait pour différents pays. Hein. Et moi il y a un exemple qui me revient en tête, il y en a un qui a voulu s'en débarrasser, il s'appelle Thomas Sankara, et Thomas Sankara il est resté pendant 4 ans quoi. Et au bout il est parti. Enfin, il est parti, il n'est pas parti tout seul, et il n'est pas parti par les gens de chez lui qui n'étaient pas d'accord avec ce qu'il voulait faire. Il est parti par les gens qui étaient, en quelque sorte, les gens qui étaient là pour dire on va vous aider. Et quand on veut aider un pays, soit on l'aide individuellement, mais quand c'est un État, l'État il y a toujours des intérêts. Les banques elles ont toujours des intérêts, et donc forcément il y aura toujours des contreparties à donner. Quand on parlait très justement tout à l'heure là dans les années 70, on parlait beaucoup de tiers-monde, de tiers-monde, de tiers-monde. Pourquoi tiers-monde? Parce qu'on voulait absolument le développement. Le développement de quoi? Ben, que tout le monde nous ressemble à nous, occidentaux, qui avons la panacée du développement et de la lumière, de la philosophie, on sait comment il faut vivre en fait, contrairement à tous ces sauvages. Et moi je ne vois pas comment on peut aider un pays comme ça, sans passer par quelque chose qui est vraiment révolutionnaire, mais révolutionnaire dans le sens où un peu comme l'exemple de Thomas Sankara. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Voilà, pour l'instant, en fait, l'ordre dans lequel on vit, lorsque Rist a écrit le développement est une croyance occidentale, il parlait de cette période après la Deuxième Guerre mondiale et comment le développement, tout simplement, est devenu un instrument pour infiltrer, pour après, il y a d'autres travaux qui en parlent. Mais, et il y a aussi quelqu'un qui a travaillé à, je ne sais pas si c'est FMI ou Banque mondiale, c'est Joseph Stiglitz, il en a parlé, c'est un économiste américain aussi. Après, il a parlé d'un autre monde possible. Enfin, la Palestine, ce n'est pas une question aussi uniquement de colonisation, mais laboratoire dans le sens aussi il y a l'ordre mondial actuel. En fait, on voit l'ensemble des effets négatifs de cet ordre mondial, jusqu'au point où en fait, ce qui s'est passé en Palestine nous a rappelé même de la limite et la condition dans laquelle on vit ici en Europe et ailleurs, en fait. Cette question de liberté d'expression, ça a montré un peu les contradictions de la démocratie et parfois la question de droits de l'homme. Donc, je dirais, est-ce qu'on peut faire? Oui, avec un autre monde. Est-ce qu'on peut faire un autre monde? Ça, c'est la jeunesse qui va dire, c'est pas nous, hein, maintenant, la jeunesse. Et il faut savoir que la question de la Palestine, ça s'articule avec la question de l'injustice au niveau international. Donc il faut changer. Et moi je dis, si on n'est pas libre en France, on ne peut rien faire pour la Palestine. Et pour être libre en France, ben, il y a il y a deux choses à faire quand même. On n'est pas écouté, on n'est pas entendu ici. Et il y a beaucoup de choses à faire. Et pareil aux États-Unis. Donc, moi je dirais aussi qu'il y a un problème peut-être avec la question de l'État-nation. L'État-nation, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et je crois peut-être il y a là, en fait, il faut réfléchir, il faut que les intellectuels pensent, et même la jeunesse travaille pour un autre monde. Je ne sais pas quelle est l'issue,
Parce que la question de la Palestine, c'est une question, c'est un laboratoire trop chargé, enfin, d'injustice, en fait, dont le responsable est cet ordre aussi mondial qui a produit cette injustice depuis un siècle. Donc, est-ce qu'on peut changer le fonctionnement de ces États? Je crois en fait. Pourquoi pas? Mais à long terme, mais avec une vision, il faut travailler. Et pourquoi pas une révolution, hein? Je ne suis pas contre. La révolution française va inspirer beaucoup de monde. Pourquoi pas? Ouais, moi, ce que je voulais dire, c'est que, pour rejoindre un peu ce que disait M. tout à l'heure, c'est un peu pessimiste cette affaire. Si on ne voit pas l'aspect révolutionnaire, c'est un peu pessimiste parce que moi j'imagine mal un monde où il y a la jeunesse, on se demande où elle est, où la jeunesse va renverser le FMI. Pourquoi pas? Je vois pourquoi pas? Il faut oui, la jeunesse va renverser. Il faut y travailler. Ils sont tellement tous attachés au FMI. Mais il faut y travailler. Oui. Là, pourquoi pas? Pourquoi pas? Son influence, et encore. Non, mais on a vu ce que la Grèce, on a vu ce que ça a donné pour la Grèce oui. avec juste la Banque européenne. Quoi. Pourquoi pas? Il y a maintenant, pourquoi pas en fait? Pourquoi on a même en fait déjà le terme, en fait la fin des idéologies, la fin de l'histoire, la fin de... En fait il y a plein de textes qui parlent de la fin des militantismes, la fin de l'engagement, la fin de je sais pas quoi. L'engagement devient que une intervention d'une université, mais non. Pourquoi en fait le militantisme ça existe et pourquoi il y a quand même, il y a des raisons pour militer. Enfin, est-ce qu'on est vraiment, l'injustice elle est en France, elle est partout. Donc à certains, pourquoi pas, oui. Une révolution, oui. Bon, moi j'exclus pas en fait la question de la révolution, au contraire. J'y travaille pour. Fatigué? Bah, si vous n'avez pas de questions, merci et merci pour votre patience.